Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec David Queiroz, le maire communiste de Saint-Martin-d'Air. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Saint-Martin-d'Air, c'est la deuxième ville du département avec l'équivalent de 41 000 habitants, un immense campus et une porte d'entrée stratégique sur notre agglomération. Une commune qui ne manque pas d'atouts, mais elle a encore des défis à relever. Régulièrement, l'insécurité y fait la une de l'actualité et son projet NERPI qui va finir par ressembler à un serpent de mer voué aux calendes grecques. La deuxième ville du département aurait-elle du mal à se faire entendre? On pose la question à David Queiroz, maire donc de Saint-Martin-d'Air, conseiller métropolitain bien évidemment, conseiller départemental également. On va commencer, monsieur le maire, par une question très simple qui va marquer l'actualité ce week-end. Les gilets jaunes, banderoles et slogans, opération escargot, blocage, mobilisation ce samedi des gilets jaunes pour défendre le pouvoir d'achat et crier le ras-le-bol fiscal également. On enregistre donc ce vendredi après-midi. Les manifestations n'ont pas encore eu lieu. On ne va donc pas évoquer les manifs en elles-mêmes, mais plutôt les raisons de la grogne. D'abord, est-ce que ce samedi, vous irez manifester ? Alors il se trouve que ce samedi, je suis sur une visite de quartier, donc ça va m'être un petit peu difficile de pouvoir me rendre à ce type de manifestation. En revanche, je soutiens à partir du moment où il s'agit d'une mesure qui est injuste d'un point de vue économique et social, bien sûr que je m'élève contre cette mesure-là, mais j'aimerais aussi, je m'élève, et d'ailleurs j'ai pu m'exprimer de la sorte, je m'élève contre toutes les mesures fiscales qui peuvent justement participer à l'accroissement des inégalités sociales et dans la répartition des richesses. Il y a eu quand même disparition de l'impôt sur la fortune et puis dans le même temps on augmente la CSG qui est payée par tous les salariés dont les retraités. Donc voilà, il y a bien des sujets de contestation à mener, mais je dirais que c'est vraiment la politique fiscale de ce gouvernement qu'il convient de critiquer et il faut bien s'élever contre cette politique-là. Parce que le détonateur, ça a été la hausse des prix des carburants, mais on sent bien qu'il y a une convergence des luttes, j'allais dire, en tout cas des mécontentements qui s'expriment plus généralement sur le pouvoir d'achat, sur cette pression fiscale. Le président de la République, cette semaine, a dit « j'ai pas réussi à réconcilier le peuple avec l'élite politique ». Il n'y arrivera pas en prenant des mesures impopulaires. Donc voilà, il ne faut pas qu'il soit surpris non plus, qu'il soit critiqué sur sa politique économique, sociale et fiscale. Et en tout cas, la fiscalité, la redistribution, elle recule dans notre pays. Donc il y a vraiment besoin de s'élever contre cela. Moi, j'ai bien des propositions, et en tout cas avec ma famille politique, on a bien des propositions pour aller vers une France qui soit plus égalitaire. Alors, on va évoquer quelques-unes de ces propositions et votre politique fiscale à Saint-Martin-d'Air. Mais d'abord, sur la hausse des prix des carburants, qui a été le déclencheur de tout ça, il y a eu des mesures d'accompagnement qui ont été annoncées cette semaine par le Premier ministre, comme le développement du chèque énergie. Près de 6 millions de Français vont recevoir un chèque énergie. La prime à la conversion automobile qui va bénéficier à 20% des foyers les plus modestes. Une prime à la conversion pour les chaudières au fioul. Il y a quand même une volonté d'accompagner la transition. Il y a de l'incitation, certes, mais on est quand même sur des mesures, j'allais dire, assez complexes et qui ne concernent pas tous les Français. La très grande majorité des Français habitent dans des copropriétés, dans des logements sociaux, dans de l'habitat collectif. Donc voilà, il s'agit de mesures encore qui concernent quelques Français. Moi, ce que je conteste, c'est vraiment cette façon de considérer l'écologie, une écologie parfois punitive, une écologie culpabilisatrice, de culpabiliser quelqu'un qui va à son travail. Je trouve ça complètement déplacé. Donc voilà, ce qui importe, c'est que là, sur l'écologie, je me permets encore de revenir sur la question des inégalités sociales et des inégalités dans la répartition des richesses. Il y a deux choses qui polluent la planète, c'est l'extrême richesse et l'extrême pauvreté. Et tant qu'on ne réglera pas cette question-là, on ne réglera pas non plus la question du climat. Bon, c'est pas tant le climat, parce que parfois, en plus, je dirais que c'est presque un abus de langage. On dit on va lutter pour le climat. Il s'agit vraiment de s'élever contre tout ce qui dégrade les conditions de vie des hommes et des femmes sur cette planète. Alors la fiscalité écologique, précisément, parlons-en, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on nous a vendu la hausse des taxes sur les prix des carburants, en nous disant c'est pour inciter à amorcer une transition, pour abandonner le diesel notamment.
Alors, le diesel, il a été propulsé, fut un temps, avec comme argumentaire qu'il était peu consommateur d'hydrocarbures, épuisables. Hein. Il est vrai que le diesel, on l'appelle ça par ailleurs le gasoil, donc ça veut dire qu'il y a une partie d'hydrocarbures qui sont effectivement épuisables, et il y a de l'huile végétale. Donc voilà, il est moins consommateur et il va moins vite épuiser les stocks mondiaux. En revanche, effectivement, il émet beaucoup plus de particules fines, hein, ce qui nuit à la qualité de l'air. Et puis voilà, c'est un petit peu, le capitalisme vert. On passe d'une mode à une autre. On nous a beaucoup incité à consommer du diesel, des véhicules avec du diesel, et aujourd'hui, on nous invite à aller vers des carburants type super, sans plomb, et puis d'autres carburants, mais qui restent quand même assez difficiles d'emploi, l'hydrogène, l'électrique. Voilà, il y a quand même beaucoup de contraintes à pouvoir aujourd'hui, ne serait-ce que le prix d'acquisition, il est quand même très élevé. Donc plutôt que de punir, il faut inciter, et la meilleure des incitations, c'est tout de même aussi de créer les conditions des transports collectifs. Bon, il s'avère que dans notre métropole, on est quand même assez à la pointe de ce point de vue-là, mais on peut aussi aller, je parle des transports interurbains, et en tout cas de la SNCF notamment. Le rail devrait être bien mieux accompagné. Et puis moi, je regarde aussi les tarifs des trains. Aller à Paris, en période importante, c'est presque 150 euros. Donc voilà, un aller-retour qui coûte entre 200 et 300 euros pour aller à Paris, c'est bien trop cher. Oui, parce que la grosse critique finalement qui est faite, c'est de dire vous voulez nous inciter à abandonner la voiture et à fortiori le diesel, mais où sont les alternatives? Donc on a l'impression qu'on est un petit peu entre deux mondes là. C'est ça, et puis on revient tout le temps sur ce que j'indiquais précédemment. Il y a ceux qui ont la capacité d'avoir même parfois 3 véhicules, hein, des ménages qui sont riches. Avoir une grosse cylindrée et d'avoir un véhicule électrique, c'est tout à fait abordable pour ces familles. En revanche, les ménages modestes, et en tout cas les travailleurs, la très grande majorité des travailleurs, ils ne peuvent qu'avoir un véhicule. Alors bien sûr, parfois il y a plusieurs véhicules, mais en tout cas un véhicule par travailleur dans un couple, mais voilà, ou parfois les enfants qui sont en âge de travailler. Mais voilà, il faut vraiment accompagner cela par des mesures d'incitation vers les transports collectifs. Donc non à l'écologie punitive. J'entends bien la critique faite à Emmanuel Macron et au gouvernement. Est-ce que dans la métropole, vous siégez dans la majorité à la métropole, est-ce qu'on n'a pas tendance aussi, parfois, à faire de l'écologie punitive? Quand on met en place la vignette critère qui pénalise les véhicules les plus vieux, les plus polluants, et donc forcément ceux qui appartiennent aux catégories de population les moins favorisées, est-ce qu'on ne fait pas de l'écologie punitive ? C'est quelque chose qu'on a pu aborder dans les débats, effectivement. Un véhicule n'est pas forcément plus polluant parce qu'il est ancien. Bon, il y a cet aspect-là des choses. En revanche, vous évoquiez critères. Critères, il faut aussi aller vers ces critères. J'utilise 2 fois le terme, mais sur des critères. Les critères, ils sont nationaux, et effectivement, on fait avec les outils que l'on peut porter au niveau local. Et il faut bien entendu, lorsqu'on développe des initiatives locales, qu'elles fassent référence au niveau national. Donc voilà, il y a aussi l'idée qui évolue en ce moment, c'est un péage urbain. Alors j'allais dire que c'est un petit peu anti-révolutionnaire ça, hein, parce que lorsqu'il y a eu la Révolution française, on a supprimé les péages. Donc voilà, de les réinstaurer, j'avoue que c'est quelque chose qui me heurte, en tout cas personnellement. Vous y seriez totalement hostile? Il faut absolument, les mesures sèches, dire qu'il y a une mesure péage, si c'est uniquement ça, ça ne peut pas convenir. Il faut absolument intensifier les efforts que nous faisons sur les transports collectifs. Et puis bon, après, il y a le PDU actuellement qui est plan de déplacement urbain. Voilà, le plan de déplacement urbain pour lequel on a aussi, du côté de Saint-Martin-d'Air, de très bonnes revendications. Et voilà, de pouvoir avoir une ligne D aujourd'hui qui trouve son terminus à Place Étienne-Grappe, s'il pouvait trouver son terminus plutôt vers Grand Place, on serait aussi sur je parlais de révolution, une idée un peu révolutionnaire, d'une ligne de rocade. Parce qu'aujourd'hui, les lignes de tramway, elles ont plutôt tendance à traverser, mais elles ne font pas forcément une boucle. Donc voilà, on pourrait avoir effectivement une ligne de rocade autour de Grenoble avec des tramways efficaces. Les Gilets jaunes, je le disais, ils s'attaquent aussi au ras-le-bol fiscal. Quelle est la politique fiscale de Saint-Martin-d'Air? Les taxes foncières sont relativement élevées à Saint-Martin-d'Air. On est dans une des communes les plus taxées quand on est propriétaire. Je crois que c'est 40%. La moyenne du département, c'est 38%. Grenoble doit être à 37%. Et déjà une commune où les taxes foncières sont élevées. C'est quoi le raisonnement fiscal à Saint-Martin-d'Air?
La fiscalité, elle est surtout liée, j'allais dire, au degré de richesse de la commune, et c'est très en lien avec la présence d'entreprises. Il est vrai qu'à Saint-Martin-d'Air, lorsqu'on a perdu, et d'une part Nerpic et ensuite les Biscubrins, on a dû effectivement compenser cela, la taxe professionnelle à l'époque qui a été supprimée depuis 2010-2011. On a dû effectivement procéder à des augmentations de taux. En revanche, les bases fiscales sont plus faibles que le reste de l'agglomération, donc si bien que un Martinez-Roy ne paye pas énormément, enfin, on est vraiment en termes de produit fiscal, ou tout du moins de notes sur la fiche d'impôt, on est vraiment sur la moyenne effectivement plutôt haute de la métropole, mais voilà, un Grenoblois et un Martinez-Roy, on va dire que c'est relativement comparable. Donc la question de la fiscalité, effectivement, les maires, ils font aussi avec les impôts dont ils peuvent disposer. La fiscalité locale, elle est réputée injuste parce qu'on tient... Enfin, en tout cas, la loi considère très peu la question des différents revenus. C'est pas parce qu'on a un logement est encore considéré comme un signe de richesse, alors que c'est pas tout à fait vrai. Donc, en tout cas, moi, je milite, et l'association des maires de France également. Il y a le congrès la semaine prochaine. On milite en faveur d'une fiscalité locale qui soit effectivement plus en lien avec les niveaux de revenus. Bon, cette fiscalité locale, chaque président de la République nous promet de la revoir. C'est effectivement un mammouth qui est très difficile à remettre sur la table. En revanche, il y a une certitude, il y aura bientôt plus de taxes d'habitation. Pour le maire de Saint-Martin-d'Air que vous êtes, ça représente quoi? C'est une bonne idée? Finalement, ça fait moins de fiscalité. Alors, ça ne fait pas moins de fiscalité. Enfin, pour le contribuable. Pour le contribuable, la question, c'est que ce qu'on prend d'un côté, ce qu'on libère d'un côté, on le reprend de l'autre. Donc, la crainte, c'est effectivement que la disparition de la taxe d'habitation se traduise par une augmentation significative de la CSG. Et encore une fois, la CSG, tout le monde la paye. La taxe d'habitation, tout le monde ne la paye pas à Saint-Martin-d'Air. On a à peu près 50% des ménages qui sont exonérés. Alors, soit totalement, c'est 10%, soit partiellement, c'est 40%. Voilà. Là, la taxe d'habitation, contrairement à la taxe foncière, elle prend plus en compte les revenus des ménages. Donc, supprimer la taxe d'habitation, bon, pourquoi pas, si ce n'est qu'on enlève encore la capacité à des maires, ou tout du moins aux collectivités locales, de pouvoir avoir un pouvoir, d'être autonome, de décider eux-mêmes. Voilà, d'avoir, j'allais dire, un pouvoir fiscal, parce que fixer un taux, c'est déjà une possibilité. Je suis tenté de dire qu'un maire, il peut tout à fait aller devant sa population en disant oui, je souhaite créer une crèche, en revanche, pour m'en donner les moyens, j'ai besoin d'augmenter la fiscalité. Il va s'expliquer devant la population, et je trouve, il n'y a rien de choquant à ce que lorsqu'on demande 1, 2, 3, 4, 5 euros par habitant, par contribuable, devrais-je dire, par an de plus pour une crèche, ça peut être pertinent. Mais en revanche, de supprimer cette capacité-là à aller chercher des recettes, c'est grave. On a souvent pris le problème du côté des dépenses. Et là, en fait, on interdit d'une certaine manière. Interdire d'aller chercher des recettes aux maires, c'est leur interdire aussi de développer du service public. On parlera de l'avenir des communes et des maires dans un instant. Vous avez évoqué l'entreprise Nerpic, qui effectivement a quitté Saint-Martin-d'Air en laissant un très très beau patrimoine foncier juste derrière la maison communale, la mairie. Et c'est là que vous voulez installer le fameux projet Nerpic sur les anciennes halles Nerpic, des friches industrielles, sur lesquelles vous voulez construire un complexe de loisirs, d'habitation et d'activités. 24 000 m² de surface de vente, 9 000 m² d'espace de loisirs et de restauration et 10 000 m² de bureaux. Ce projet est très contesté. Est-ce qu'il verra le jour un jour ? Alors, il est très contesté. Il est surtout contesté par le maire de Grenoble et par sa famille politique, et dans mon opposition municipale, notamment par les écologistes, Europe Écologie Les Verts, et bon, notamment par Georges Djaoudi, qui est à la fois dans mon opposition municipale et qui siège à la métropole. C'est eux qui contestent. Et j'allais dire, c'est eux qui ont organisé la contestation. En revanche, il ne se passe pas un jour. Je me balade à Saint-Martin-d'Air, cela va de soi, mais je me promène aussi parfois à Grenoble. Mais je ne peux pas aller à Grenoble, par exemple, et me promener dans les rues sans qu'on vienne m'interroger sur le projet Nerpic. Et on vient m'interroger, et la question qui est posée, c'est à quand le début des travaux sur Nerpic? Ça veut bien dire qu'il y a une attente de ce point de vue-là. On va en venir dans un instant sur la question de la métropole, mais des travaux si marqués, des projets si marqués, enfin on parle quand même de 200 millions d'euros d'investissement privé. Il n'y en a pas beaucoup dans la métropole. Je trouve que c'est bienvenu, vu les questions liées à la crise et à l'emploi, qu'il puisse y avoir des investissements si importants. Et je le rappelle, il s'agit d'un projet qui a été travaillé depuis plus de 10 ans. On est sur un projet intégré, un projet qu'on peut qualifier de centre-ville,
ce projet-là, à lui seul, ne fait pas centre-ville. Il est à côté de la maison communale, il est à côté de la clinique Beldon, donc énormément d'éléments de centralité. 3 lignes de tramway, des lignes de bus. Oui, pour vous, il est idéalement placé à la fois à Saint-Martin-d'Air et dans la métropole. Et juste à côté d'une entrée du domaine universitaire. Vous évoquiez la population de l'ordre de 40 000 habitants. Le domaine universitaire, c'est 45 000 personnes, étudiants, chercheurs, enseignants, personnel technique et administratif. On a à peu près 15 000 emplois à Saint-Martin-d'Air. Donc ça veut dire qu'en période de pointe, en période de temps de travail, on a presque 100 000 personnes qui sont en même temps sur ce territoire-là. Ne pas avoir une offre de loisirs, une offre d'animation, une offre de restauration digne de ce nom, c'est préjudiciable au développement économique. Et en tout cas, ce projet-là, c'est un très beau projet et il est même, je dirais qu'il est performant du point de vue environnemental. Donc voilà. Alors j'entends l'avocat de la défense. J'entends l'avocat de la défense. Moi, je vais me faire celui de l'accusation, un projet de longue date, qui d'ailleurs a été débattu à la métropole, à Saint-Martin-d'Air, qui a donné lieu à une enquête publique. Il y a 4 recours. Qu'est-ce que vos opposants reprochent à ce projet ? Ils sont déjà mes opposants, donc peut-être que ça explique déjà... Ils instrumentalisent le projet, c'est ça ? Ils ne l'instrumentalisent pas. Je comprends qu'ils puissent avoir des critiques. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils puissent organiser une telle opposition et d'aller, de déformer la réalité du projet. Grenoble est opposé en disant c'est un projet qui va créer du commerce supplémentaire et qui va du coup faire une concurrence déloyale au commerce du centre-ville. Alors, ça, c'est ce que peut dire le maire de Grenoble. J'ai été amené à rencontrer avec le président fondateur de la société qui va porter le projet, Maurice Bancé. J'ai été amené à rencontrer les commerçants de Grenoble, notamment à la CCI, Chambre de l'industrie et du commerce. Donc, l'échange a été très, très courtois et très constructif. Donc, il y a un protocole d'accord d'ailleurs qui a été signé, je crois, c'est ça. Tout à fait, un protocole qui lie la société Apsys, la ville de Saint-Martin-d'Air, la métropole. La ville de Grenoble aurait dû signer. Elle signe un autre protocole, mais je pense qu'on va y venir dans un instant. Autant d'atouts qui montrent que Saint-Martin-d'Air est légitime dans sa volonté de porter un projet d'une telle qualité. Et encore une fois, il s'agit pour nous, à Saint-Martin-d'Air, on a pu être en retard sur du développement. Aujourd'hui, on est fin prêt et on ne comprend pas qu'on nous mette des bâtons dans les roues. Alors, si ces recours, 4 recours, je le rappelle, si ces recours donnaient lieu à une procédure, ça pourrait repousser le projet d'encore au moins 1 an. Il y avait eu un premier permis de construire qui, lui, est valide. Oui. Alors, il le sera d'ici la fin de l'année. Il passe en Conseil d'État. Donc, normalement, le Conseil d'État suit la Cour administrative d'appel de Lyon. Donc, d'ici la fin de l'année, ça sera réglé. Un projet qui est bien moins vertueux. Bien moins vertueux, bien sûr. Mais il a pris aussi un petit peu du plomb dans l'aile, si je peux m'exprimer de manière familière. Donc, on était en 2012. Aujourd'hui, en 2018... Deuxième projet a évolué. Il est bien plus vertueux d'un point de vue environnemental, notamment, d'un point de vue économique, du point de vue de sa conception architecturale. On est vraiment sur la requalification, la réutilisation des matériaux qui sont sur site, également une meilleure reconnaissance du patrimoine ouvrier industriel de la ville de Saint-Martin-d'Air. Vous évoquiez les recours, ils sont essentiellement politiques et ils sont essentiellement portés par de la famille politique d'Éric Piolle et de Georges Djaoudi. La balle elle est dans le camp de ces interlocuteurs. S'ils veulent un apaisement sur la question de l'économie et du commerce dans la métropole, ils peuvent lever à chaque moment. On peut retirer son recours. Simplement, j'aimerais indiquer que la ville de Saint-Martin-d'Air, bien sûr, qu'elle se défend. Nos mémoires ont été déposées. La société Apsys également. Alors, il y a deux hypothèses. Et en tout cas, la première hypothèse, on l'a travaillée de manière très forte, c'est la notion de ce qu'on appelle l'intérêt à agir. Nous, on estime que ceux qui ont déposé les recours, ils n'ont pas à s'opposer à cela parce que c'est pas leur objet de s'opposer au développement du commerce, d'autant plus que NERPIC, je le rappelle, c'est une autorisation commerciale qui est validée par le Conseil d'État. Une fois que le Conseil d'État a donné son verdict, j'allais dire l'élu local, normalement, ne devrait pas interférer dans une décision de cette nature. On doit la respecter. Et voilà. Donc, d'ici la fin de l'année, si on arrive effectivement à démontrer aux juges qu'ils n'ont pas intérêt à agir, donc ça veut dire qu'on peut mettre un premier coup de pioche début 2019. Mais si la procédure est lancée on perd effectivement 10 mois. Il y a une loi qui, maintenant, c'est la loi Elan,
qui limite normalement à 10 mois les instructions. Ce qui est assez singulier dans cette affaire, vous le disiez, c'est que le projet divise la majorité à la métro, une majorité à laquelle vous appartenez. Ce qui est encore plus singulier, c'est que dans votre opposition à la ville, vous avez un élu qui est aussi vice-président à la métro, où vous êtes dans la majorité. Enfin, c'est très difficile à comprendre, mais du coup, vous êtes un petit peu entre l'arbre et l'écorce. Donc vous dites c'est une instrumentalisation politique, ce sont des recours politiques, c'est ce que vous venez de me dire. Ce sont des recours politiques, clairement, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que vous avez engagé un bras de fer avec la ville de Grenoble sur ce dossier ? Moi, je suis vraiment un homme de dialogue et d'ailleurs, je pense, c'est reconnu à la métropole. Vous évoquez les divisions au sein de la majorité. Entre nous, il n'y a qu'un groupe qui s'élève contre Nerpic, c'est celui qui est conduit par Éric Piolle. Oui, mais c'est un groupe important et c'est la ville-centre. C'est la ville-centre, tout à fait. Après, la question, c'est que si M. Piolle veut jouer le rôle de Goliath, il ne faut pas qu'il oublie que je m'appelle David. Donc voilà. La question, elle est là. Enfin, normalement, on ne devrait pas en arriver dans une métropole, d'autant plus qu'il y a avait une majorité effectivement qui est diversifiée, mais qui a aussi un contrat de majorité. Le contrat de majorité qui dit la chose suivante: la métropole, son exécutif doit respecter le fait communal, doit respecter la souveraineté des conseils municipaux. À partir du moment où on dit cela, eh bien, je suis tenté de dire que tous les propos qu'a pu porter Éric Piolle contre Nerpic sont des propos déplacés. Et moi, je disais à l'instant que j'étais un homme de dialogue. On peut encore dialoguer, mais si on m'invite au rapport de force, eh bien, je réponds favorablement à l'invitation. Bon, et puis alors, votre courroux est d'autant plus important depuis quelques semaines parce que vous avez appris qu'il y avait un projet à Grenoble d'agrandissement de Grand Place, 4000 m² supplémentaires de surface de vente, de surface commerciale. Et là, à la métropole, tout le monde a validé ce projet d'un seul homme. Les chiffres sont à vérifier, mais en tout cas, moi, la vérification que je fais des chiffres, c'est le passage devant cette commission qui s'appelle CDAC, Commission départementale d'aménagement commercial. L'ordre du jour, il est fixé. Il est d'ailleurs fixé en termes de date au 29 novembre à 14h30, pour être précis. Et en tout cas, l'intitulé, l'objet qui sera soumis aux membres de la commission, c'est une extension commerciale de 11 450 m². Donc on parle de 11 000 m². Vous évoquez 4 000, mais ça, c'était le premier chiffre qui nous a été communiqué, alors de manière orale, fin juin de cette année. C'est le chiffre qui a été évoqué à la métropole, hein, bien sûr, 4 000. Ensuite, il a été, j'allais dire, mis à jour à 5 000. Mais moi, on ne va pas me balader sur les... Aujourd'hui, vous parlez de 11 000. Ah, c'est 11 000. On verra à la fin du mois, du coup. Là, on ne me baladera pas. L'explication qu'on m'invoque, c'est que Grand Place aurait perdu 6 500 m² à peu près de droits commerciaux. Mais voilà, donc la société Clépierre, qui est porteuse du projet Grand Place, qui est propriétaire de Grand Place, dépose une demande commerciale de 11 500 m² à peu près. Donc voilà, c'est bien 11 500. Et bon, à titre indicatif, c'est presque la moitié de ce que représente Nerpic dans sa globalité. Ça va porter quand même la surface commerciale de Grand Place à de l'ordre de 39 000 m². Enfin, Éric Piolle, lorsqu'il parle de mastodonte, j'ai envie de lui dire, il est où le mastodonte ? Grand Place, c'est quelque chose de très introverti. Nerpic, c'est quelque chose de très extraverti. C'est quelque chose, c'est un objet architectural qui est vraiment très en lien avec les espaces publics, avec le tram, je le disais. Enfin, vraiment, on est sur d'autres dimensions. Mais du coup, comment est-ce que vous réagissez en apprenant ce projet ? Vous dites quoi ? Il y a 2 poids, 2 mesures, on se fout de moi C'est ce que j'ai dit. Alors, je ne peux pas dire on se fout de moi. Mais en revanche, je peux dire, effectivement, il y a 2 poids, 2 mesures, notamment sur la question des délais d'instruction. Il m'a fallu presque 15 mois pour obtenir une mise en délibération d'un déclassement. Alors, la technique, c'est 600 m². Voilà, déclassement de voirie. 600 m² contre 11 450. Les 11 450, en 6 mois, c'est réglé. Moi, il m'en a fallu 15. Et puis il y a de l'argent aussi qui est en jeu. Je crois que le projet Grand Place sera soutenu par la métropole. Alors il est soutenu sur les parties espaces publics, en tout cas. Par le biais de l'aménagement des espaces publics. Bon, là aussi, 7 millions d'euros. C'est 7 millions d'euros. Mais voilà, moi j'ai pu exprimer des choses, notamment dans la presse locale. J'ai pu dire je fais une règle de 3. Donc si c'est 7 millions d'euros de la métropole à Grand Place, compte tenu du fait que à Saint-Martin-d'Air, on génère 24 000 m² commerciaux. Ça fait 40 millions. Voilà, c'est ça. Donc moi, je dis chiche. S'il y a 7 millions du côté de Grand Place, eh bien, il doit y avoir 40 millions du côté de Saint-Martin-d'Air.
Bon, ça veut dire quoi globalement? Ça veut dire qu'à la métropole, le poids de la ville de Grenoble est très important. Il y a le lobby de la ville de Grenoble. Comment vous l'expliquez quand même politiquement, cette affaire? Quelles conséquences vous en tirez? Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse exprimer le fait que Nerpic et Saint-Martin-d'Hères vont déséquilibrer le centre commercial et pas les nouveaux mètres carrés de Grand Place. Bon, déjà, c'est ma surprise. Ensuite, je porte, j'allais dire, ma vision de l'économie également. Et moi, j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde et il y a surtout j'allais dire des besoins sur l'Y grenoblois, hein, la métropole c'est un Y, il y a la branche sud et nord-est, je ne parlerai que de celle-ci, mais au sud, il y a des choses déjà. Au nord-est, il manque des choses. Donc voilà, d'une certaine manière, le maire de Grenoble devrait reconnaître cela et estimer que c'est du côté du nord-est qu'il faudrait faire évoluer les choses. Ensuite, j'ai interrogé, et ça fait maintenant quasiment 2 mois que je pose la question publiquement, mais ce n'est pas uniquement moi qui suis intéressé par sa réponse. Il doit une réponse à tous les habitants de la métropole, et notamment aux Grenoblois, à savoir ce qu'il fera le 29 novembre à cette CDAC. Qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il votera pour? Et entre nous, ce serait complètement incompréhensible. Mais pour ce qui me concerne, je synthétise, je suis pour le dialogue, mais si on m'appelle au rapport de force, j'irai au rapport de force. Et les atouts de Saint-Martin-d'Hères, du domaine universitaire et de ce projet sont tels qu'on finira par, j'allais dire, gagner la bataille. C'est entendu. Alors, on va continuer à évoquer vos rapports avec la métropole en parlant du PLUI. C'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Hein, vous le savez, on vous l'a expliqué. Les communes ont perdu la compétence de l'urbanisme qui est transférée à la métropole. Et du coup, cette métropole a mis en place un PLU intercommunal qui concerne les 49 communes. Un PLU qui sera approuvé normalement dans 1 an, après une enquête publique prévue au printemps. Un document important puisqu'il organisera les droits à construire, l'aménagement du territoire sur l'ensemble de cette métropole. D'abord sur le principe du transfert de la compétence urbanisme. Bon, vous n'avez pas eu le choix, mais est-ce que c'est une bonne chose? Alors elle est partagée, hein, la compétence urbanisme, puisque les maires continuent à délivrer les permis de construire. Bon. L'instruction des dossiers. Voilà. Mais les règles, au départ, elles ne reviendront plus au maire. Voilà, tout à fait. Effectivement, à partir du moment où on a un PLUI, effectivement, il faut se conformer à ce PLUI. Et effectivement, c'est la métropole qui est porteuse de ce PLUI. En revanche, on demande un avis aux conseils municipaux. C'est ce qui est en train de s'opérer. Donc d'ici la fin de l'année, tous les conseils municipaux devront émettre un avis sur l'arrêt du PLUI, parce qu'il n'a pas encore été approuvé. Il va falloir attendre encore 1 an pour qu'il soit approuvé. Ce sur quoi moi je milite, c'est que les conseils municipaux, les maires, qui sont souverains et qui portent les projets devant les habitants, devant les électeurs, doivent continuer à avoir la maîtrise de leurs projets. Alors, ça c'est sur la forme, sur le fond, sur la philosophie générale, on peut tous être d'accord avec les grands principes de ce PLUI qui vise à préserver les espaces agricoles, à limiter les déplacements du quotidien, à favoriser le foncier pour l'économie. Bon, tout ça, tout le monde est à peu près d'accord. C'est plus compliqué quand on en vient aux règles de construction et notamment au découpage géographique. Vous êtes furieux parce qu'il y a une partie de Saint-Martin-d'Hères qui était en zone urbanisable, on va dire, et qui perd ses droits à construire. Alors, c'est pas tout à fait cela. Il y a un terrain qui s'appelle les Aleuves, c'est à peu près 10 hectares. Il y avait, donc ces 10 hectares, on est sur d'anciens champs agricoles. Donc, on est sur ce qu'on appelle une zone AU urbanisée. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de projet d'ensemble, un projet porté par le conseil municipal, il ne peut pas y avoir de construction. Donc, c'est vraiment la logique d'un projet cohérent. Il faut qu'on apporte cette démonstration de cohérence vis-à-vis du préfet. Donc voilà, il y avait cette zone AU. Aujourd'hui, ce que nous propose la métropole, c'est une zone... Alors, on passe de 1 AU à 2 AU, mais ça veut dire que c'est la métropole qui prend la main sur le projet. Et ça, c'est insupportable pour nous. On s'est dit en début de mandat que les maires et leurs conseils municipaux allaient porter les projets. Donc ça, c'est insupportable pour nous. On me renvoie sur le motif, c'est que ne pas mettre en 2 AU, cela rendrait un petit peu juridiquement le PLUI un petit peu fragile de ce point de vue-là. Il peut bien y avoir d'autres failles que celle-ci. Et moi, ce qui m'importe, c'est que la technique ne doit pas prendre le pas sur le politique. Quand on a des convictions de développement de projets politiques, on sait aussi adapter la technique à cela. Si j'entends bien, ce PLUI va vous déposséder du pouvoir de décision.
Alors, pour l'instant, les choses ne sont pas jouées. On va émettre un avis défavorable que sur ce sujet. En plus, on parle de 10 hectares. Enfin, vu l'ensemble des enjeux, vous avez rappelé les enjeux environnementaux. Effectivement, il faut arriver à plus de cohérence sur la question de la préservation, notamment de la nature. Saint-Martin-d'Air, d'ailleurs, j'allais dire, est pionnière de ce point de vue-là, puisqu'on a préservé la colline du Mûrier. Le terrain des Aleuves est juste à côté de la colline du Mûrier. Donc voilà, il faudra aller jusqu'à l'approbation. Il y aura une commission d'enquête. Saint-Martin-d'Air a pu d'ailleurs déjà bénéficier d'un passage devant une commission d'enquête. On a un PLU qui est certainement le plus solide de France. Alors j'en veux pour preuve qu'il a été attaqué et qu'il a été réhabilité par le Conseil d'État. Il ne peut pas y avoir un PLU plus solide qu'un PLU qui a été validé par le Conseil d'État. Donc voilà, on a jusqu'à l'approbation. J'irai voir le président de la commission d'enquête, bien sûr avec l'argumentaire de mon conseil municipal, de la majorité. Et moi j'ai bon espoir que les choses soient rétablies et puis voilà, qu'on passe à autre chose parce qu'il y a bien des enjeux plus importants que cela. Bon, cette métropole, finalement, elle est quand même difficile à se mettre en place pour le maire que vous êtes, pourtant une commune importante de cette métropole. Alors la difficulté, elle vient surtout de la loi. Bon, la loi MATPAM, modernisation de l'action publique. Alors modernisation, enfin ce mot-là, il me fait tout le temps un petit peu sourire, mais voilà, plutôt jaune. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Modernisation de l'action publique, affirmant les métropoles. Bon, bien. Après, ensuite, sur le mot métropole, là aussi, on peut discuter. Sauf que, voilà, on est sur une loi qui envisage des transferts des communes vers la métropole. Une loi qui a été faite par le précédent législateur sans consulter les habitants et ni même leurs premiers représentants de proximité, à savoir les maires. Donc les maires n'ont pas été associés à cette loi-là. Et le législateur n'a même pas donné les motifs d'une meilleure organisation avec transfert de compétences. Bon, je ne citerai que la voirie. À Saint-Martin-d'Air, on a transféré de l'ordre de 900 000, allez, 1 million d'euros pour pouvoir rénover les voiries. Quand on est à des degrés de consommation de cette enveloppe que de 40%, je ne peux pas être satisfait. Mais j'allais dire, la très grande majorité des communes n'atteint pas la totalité de la consommation des crédits. Donc alors, on a une métropole qui n'est pas encore efficace, c'est ce que j'entends. Mais je suis tenté de dire que ça doit être vrai ailleurs. Voilà. Effectivement, la mise en place, elle est longue. En revanche, ce que j'ai demandé au président, c'est de bien pouvoir actionner les bons leviers pour qu'on puisse arriver à des bonnes consommations, ou tout du moins qu'on arrive à une bonne rénovation des espaces publics et des voiries. Allez, on va évoquer une autre question qui fait souvent l'actualité à Saint-Martin-d'Air, c'est la sécurité. Je l'ai évoqué en introduction. Vous avez accueilli dans l'agglomération, il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb. Il a fait des promesses, et notamment en matière de renforts policiers. Ces derniers jours, d'ailleurs, il y a des renforts policiers qui sont arrivés à Grenoble. Hein. Oui. Alors, pour synthétiser, il faut retenir 3 chiffres. 20, plus 15, plus 35. Alors 20, c'est 20 effectifs qui arriveront d'ici la fin de l'année. Donc 15, premier semestre 2019. Donc ça, c'est pour rattraper ce qu'on appelle l'effectif de référence de la police nationale. Donc c'est un bon engagement. Et puis, bien sûr que j'ai pu émettre un avis favorable à cette disposition-là. Et 35, c'est à supposer que des quartiers dans la métropole de Grenoble, Échirolles, Saint-Martin-d'Air soient ensuite classifiés quartiers reconquête républicaine, il pourrait y avoir 35 effectifs de police en plus. Voilà. Donc j'ai rencontré le préfet récemment pour ce qui concerne Saint-Martin-d'Air, puisqu'il s'agit de Saint-Martin-d'Air. Donc on va proposer, je lui ai proposé le quartier politique de la ville, Renaudie, Chamberton-la-Plaine. Il m'a dit qu'il allait vraisemblablement faire cette proposition au ministre de l'Intérieur. Donc voilà, le ministre de l'Intérieur établira sa carte fin 2019. Donc bon, les choses, en tout cas, moi j'aimerais saluer le bon dialogue avec la direction de la police nationale et puis le préfet, voilà, qui m'a tendu une très bonne oreille. Et le changement de ministre Place Beauvau ne portera pas préjudice aux promesses qui ont été faites? Non. Le préfet s'est voulu là aussi rassurant. Saint-Martin-d'Air, initialement, vous n'étiez pas très partisan des caméras de vidéoprotection. Vous vous êtes laissé convaincre. Il y a maintenant une 50aine de caméras à Saint-Martin-d'Air. Et ça n'est qu'une première étape. Alors, la raison pour laquelle j'étais critique vis-à-vis de la vidéoprotection à l'époque, c'est qu'on nous incitait à remplacer les hommes, les femmes également, puisqu'il y a des policières, bien sûr, dans les rangs de la police nationale et municipale. On voulait nous faire remplacer de la présence humaine par des caméras. Ça, je m'y oppose pleinement. Donc, à compter du moment où on me dit on va augmenter les effectifs, et puis, mesdames et messieurs les maires,
accéder à la vidéoprotection parce que c'est un bon outil pour résoudre les affaires. Là, j'avoue que je tends une meilleure oreille, et je tends d'autant plus une meilleure oreille que on me promet, et les engagements ont été tenus de ce point de vue-là, qu'on m'indique que les subventions vont être importantes de ce point de vue. Il y a du cofinancement de l'État. Cofinancement de l'État. Donc voilà, on a effectivement mis en œuvre une 50aine de caméras sur certains lieux de Saint-Martin-d'Air. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse aller vers un bilan au moins à 6 mois, 1 an, et à une évaluation pour pouvoir développer plus en avant. Mais là aussi, il s'agira de bien vérifier les choses. Bon, juste pour la question de la question de sécurité de la délinquance, elle diminue. Bon, même si un acte est tout le temps un acte de trop, un acte de délinquance est tout le temps un acte de trop, elle diminue en 2017 à Saint-Martin-d'Air, enfin entre 2017 et 2008, ça diminue. Effet des caméras, à votre avis Alors pas uniquement des caméras, les caméras sont en fonction depuis septembre. En revanche, c'est la bonne coordination des politiques nationales et municipales qui améliorent cette situation. Mais il est vrai que pour peu qu'il y ait un événement fâcheux, et qu'on aille jusqu'à, malheureusement, un homicide, il y en a eu 4 à Saint-Martin-d'Air depuis le début du mandat. Donc effectivement, ça, c'est ce qui génère le plus d'inquiétude, bien sûr. Bon, et puis la lutte contre la délinquance, la lutte contre la pauvreté, c'est aussi la rénovation urbaine. Saint-Martin-d'Air fera partie du plan 2 de l'ANRU, de l'Agence nationale de rénovation urbaine, notamment, vous les avez cités, sur les quartiers Renaudy et Chamberton. Tout à fait. Donc c'est des projets importants. Un mot sur l'insécurité, puisqu'on en parlait, elle est souvent corrélée à l'économie parallèle, au trafic de stupéfiants. Le débat sur la légalisation du cannabis, vous vous positionnez comment ? Vous m'aviez déjà interrogé la dernière fois. Est-ce que vous avez changé ? Je n'ai pas changé. Alors, on ne peut pas considérer ça comme une mesure, encore une fois, sèche. Parce que partout où on a légalisé, notamment le cannabis, ça s'est traduit par quel type d'évolution ? Par plus de ventes d'économie souterraine de drogue dure. Contrebande ou de la drogue dure. La drogue dure. Donc voilà, il peut pas. Moi je dis, il faut absolument pas qu'on estime qu'une mesure, s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement, on va pas pouvoir y arriver. Donc il s'agirait pas qu'une situation aujourd'hui qui est violente, qui génère de la violence, elle génère encore plus de violence demain. Allez, les municipales, il nous reste quelques minutes. Évidemment, les municipales de 2020, les maires commencent à y penser. Question très simple, est-ce que vous serez candidat ? Il y a fort à parier. Ça veut dire oui. On m'y encourage, oui. À Saint-Martin-d'Air, la gauche de votre majorité est assez diverse, pour le dire simplement. Est-ce que vous êtes assuré de créer l'union ? Pour l'instant, j'allais dire qu'il n'y a pas trop de discussion de ce point de vue. Il est vrai qu'on est quand même encore un an et 3 mois de l'échéance. On est au travail et puis on a quand même 2 derniers budgets à construire. Donc on est au travail. Je vous l'indiquais, demain on rencontre la population. Donc il s'agit vraiment d'apporter la démonstration qu'on est bien investi dans son mandat. Le temps des élections va arriver plutôt, on va dire, de discussion préalable au cours de l'année 2019. Là aussi, moi, en tout cas, j'appelle les forces de gauche et toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le projet municipal et dans son bilan, de pouvoir faire preuve d'humilité. Sincèrement, si on part en rang dispersé, on fera le jeu de l'extrême droite. Donc il est important qu'on soit unis. Et en tout cas, dans ma majorité, on a tout le temps voté ensemble les délibérations les plus importantes. Il y a pu avoir à certains moments quelques votes abstention, mais vraiment c'est très, très marginal. Aujourd'hui, on s'entend bien. Et en tout cas, moi, ce que je perçois de toutes les composantes de gauche de ma majorité, c'est qu'il y a une volonté de bien faire et de bien terminer le mandat et d'envisager un projet pour la suite. Vraiment très rapidement, monsieur le maire, votre avis sur le mouvement Génération de Benoît Hamon, un adjoint au maire ancien communiste d'Échirolles, a rejoint Génération. Plus récemment, l'écologiste grenoblois Yann Mangaburu. Est-ce que Génération a vocation à être la force de rassemblement de la gauche ? Je ne sais pas si c'est effectivement sa vocation. En revanche, c'est une formation qui tend la main vers du rassemblement. C'est une bonne chose. Moi, j'avoue que toutes celles et ceux qui se mobiliseront en faveur d'un rassemblement, ça me convient. Idéologiquement, c'est une famille politique vers laquelle vous pourriez aller ? Clairement. En tout cas, pour un projet municipal, clairement. En Marche,
On sait qu'En Marche a visé très clairement Saint-Martin-d'Air. Abdelaziz Ghazmi préside ce groupe dans votre conseil municipal. On sait que Jean-Charles Collaroy, le député En Marche, est conseiller municipal d'opposition chez vous. Il y a de la place pour En Marche à Saint-Martin-d'Air ? Je ne sais pas s'il y a de la place pour En Marche. On verra de quelle manière il se présente et qui sera la tête de liste. En revanche, moi, je ne les lâcherai pas d'un point de vue. C'est que ils ne peuvent pas être crédibles devant les Martinérois lorsqu'ils défendent la baisse des APL, quand ils défendent la suppression de l'impôt sur la fortune. Enfin voilà, tout ce qui concourt à l'accroissement des inégalités sociales. Je vois mal comment ils pourraient dire aux Martinérois, ce qu'on n'arrive pas à régler au niveau national, on va le régler au niveau municipal. C'est complètement incohérent et en tout cas, je ne les lâcherai pas de ce point de vue. Abdelaziz Ghazmi présente son mouvement comme un mouvement de gauche démocratique et progressiste. Vous avez l'impression que c'est la politique qui est menée par le président de la République ? Je ne sais pas s'il arrive à se convaincre lui-même de ce qu'il est en train de dire, mais bon, ça le regarde et on verra comment réagissent les électeurs en temps voulu. Allez, encore un mot. Vous êtes adhérent du Parti communiste français. Il y a un nouveau patron en Isère pour le PCF. C'est environ 2000 habitants, le parti en Isère. C'est Jérémy Giono qui a succédé à Annie David. Et quand elle était arrivée, Annie David, il y a quelques années, elle avait dit « L'objectif, c'est de réconcilier toutes les familles du Parti communiste et notamment d'apaiser les tensions entre Saint-Martin-d'Air et Échirolles ». Ça y est, c'est fait ? C'est fait. On était unis dans la bataille pour les législatives, donc effectivement, on a un nouveau secrétaire départemental, pas un patron. Le patron, c'est ce qu'on peut condamner, ou tout du moins qu'on peut combattre, sur le terrain. C'est pas un gros mot quand même, c'est pas un gros mot, patron. Non, aussi. Mais la lutte, c'est classe, contre classe. Merci David Queiroz d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite sur Internet, sur les réseaux sociaux pour la question bonus à David Queiroz et bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel invité.